Amis combattants de la liberté, amis panafricanistes, bonsoir. Vous êtes sur Pan-African Media, il est 20h, c'est l'heure d'information. À la une de l'actualité, coopération bilatérale Tchad-Russie, le président de transition Mohamed Idriss Déby en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Les deux hommes d'État tissent de nouvelles alliances dans plusieurs domaines. Le président tchadien est en terre russe depuis hier pour une visite d'amitié. Nous faisons le point dans ce journal. CAN Côte d'Ivoire 2023, qualification palpitante et hallucinante, les Lions indomptables du Cameroun en huitième de finale contre toute attente des amoureux du ballon rond. Les poulains de Rigobert Song ont arraché leur ticket de qualification après un match sensationnel et victorieux contre la Gambie. Mesdames, Messieurs, prenez vos blocs-notes, nous vous disons tout dans cette édition d'information. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information au pays de Toumaï. Sur invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le président de transition Mohamed Idriss Déby est en terre russe depuis hier mardi 23 janvier 2024. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en début d'après-midi dont le sujet principal portait sur le renforcement de coopération d'amitié entre les deux pays. Fabiola Dumbe nous en dit plus. Le président tchadien de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, a entamé le 24 janvier une visite officielle à Moscou. Cette visite a été organisée sur l'invitation de Vladimir Poutine, selon la présidence tchadienne. Le général Mohamed Idriss Déby est arrivé dans la capitale russe. Les deux leaders parleront des perspectives de développement des relations russo-tchadiennes dans différents domaines et des sujets régionaux et internationaux d'actualité selon la présidence russe. À la tête d'une forte délégation, le chef de l'État est arrivé en début de soirée du 23 janvier dans la capitale russe où il a été reçu avec grand enthousiasme par les autorités russes, une dizaine d'ambassadeurs africains et la colonie tchadienne. En l'absence du chef de la diplomatie russe en mission, la charge est revenue à son second, Mikhail Leonidovitch, vice-ministre des Affaires étrangères, de souhaiter la bienvenue au président tchadien. Il avait à ses côtés le vice-ministre de la Défense, Alexander Formin, et quelques autres officiels de haut rang. Mohamed Idriss Déby Itno a ensuite reçu les honneurs militaires, ponctués par l'exécution des hymnes nationaux du Tchad et de la Russie. Ce sera leur première rencontre. Mohamed Idriss Déby n'a pas été présent au sommet Russie-Afrique organisé l'été dernier à Saint-Pétersbourg. Restons dans la mouvance diplomatique, mais cette fois-ci au Sahel de l'Afrique, Mali, Burkina Faso. Une délégation des députés du Conseil national de transition CNT du Mali est en visite au Burkina Faso pour une semaine. Composée d'une dizaine de membres, et elle est arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou dans la nuit du 22 au 23 janvier 2024. Une rencontre qui rentre dans le cadre de renforcement d'amitié entre les deux pays. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Les députés maliens vont travailler en collaboration avec leurs homologues burkinabés pour relever les défis communs liés à la sécurité et au développement. Une visite de fraternité et de travail visant à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en matière de souveraineté, de sécurité, de paix et de développement. Le séjour de ce député malien est prévu pour durer une semaine et sera ponctué de rencontres de travail et d'échanges d'expériences avec les différentes commissions générales du Parlement burkinabé. Pour Raki Talla Diara, chef de la délégation malienne, 5e vice-président du Conseil national de transition du Mali, cette rencontre d'échange est avant tout fraternelle et une opportunité de partage d'expériences pour la mutualisation des efforts afin de relever ensemble les grands défis auxquels sont confrontés les deux pays amis et frères. Rappelons que ces derniers sont unis dans cette plateforme du Liptako Gourma, l'Alliance des États du Sahel. Les travaux ont débuté avec l'audience que le président de l'Assemblée législative de transition a bien voulu accorder hier, mardi 23 janvier 2024. Pour les députés maliens, c'est une occasion de marquer le début par des échanges fructueux, fraternels et constructifs qui s'étalent sur 7 jours.
Restons au Sahel et parlons cette fois-ci de ces nouvelles règles fixées à la frontière du Mali. Les voyageurs en destination du Mali doivent s'habituer aux nouvelles règles fixées par les autorités, notamment l'utilisation d'un passeport malien avec visa apposé. De nouveaux principes qui créent justement, qui ne laissent pas des tâches faciles aux binationaux maliens. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. L'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou, a été le théâtre d'une atmosphère tendue le jeudi 14 janvier 2024 entre les binationaux et les autorités sécuritaires. Des Maliens nés en France, une centaine appelés binationaux, ont été confrontés à l'atterrissage de leur avion aux changements concernant les documents de ce voyage habituel. N'ayant pas de passeport malien avec visa, leur compagnie a été priée de les ramener à la case de départ. Une décision totalement incomprise par ce dernier car il se disait détenteur d'autres pièces comme le passeport français, la carte Nina pouvaient servir et faciliter l'accès au pays d'origine. Ces nouvelles règles sont applicables aux voyageurs et ne tiennent plus compte de l'ancien dispositif, une décision prise en réciprocité contre la France qui n'émet plus de visa aux Maliens à partir du Mali où son consulat est fermé depuis les brouilles avec les autorités de transition. Les passagers détenteurs de la double nationalité désirant de se rendre au Mali sont désormais obligés de se rendre au consulat du Mali avec un passeport malien en cours de validité et un visa malien doit être apposé sur ce même passeport. La carte d'identité malienne faisant jadis office de passeport, la carte Nina, la fiche d'identification, le livret de famille ou le passeport expiré ne garantissent plus le voyage des binationaux maliens. Répondant à la maxime, nul n'est censé ignorer la loi, toutes les compagnies aériennes ont répercuté l'information en direction de leur clientèle. Diplomatie toujours, tournée de coopération d'amitié, la saga diplomatique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, entamée le 22 janvier, se poursuit en Afrique de l'Ouest. Après le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire est son deuxième, le Nigeria et l'Angola boucleront donc la boucle. Foot Ndedji nous en dit plus. Les États-Unis tentent le tout pour redorer leur image sur le continent africain. Une campagne dédiée aux opérations de charme auprès des chefs d'État africains débutée l'année dernière suit son cours. Le maître d'œuvre n'est autre que Anthony Blinken himself qui écume cette fois-ci l'Afrique de l'Ouest. En séjour en Côte d'Ivoire, lors de sa rencontre avec Alassane Dramane Ouattara, M. Blinken a félicité la Côte d'Ivoire pour son leadership dans la lutte contre l'extrémisme et la violence dans la sous-région et a annoncé un nouveau financement de 45 millions de dollars américains en vue d'aider la Côte d'Ivoire et ses pays voisins à prévenir les conflits et à promouvoir la stabilité face aux menaces régionales. De son côté, le président ivoirien a évoqué une convergence de vues avec la partie américaine sur la situation continentale et sous-régionale. Le président ivoirien avoue être d'accord que certains pays doivent avancer vers la démocratie, faisant ainsi référence aux pays de la sous-région qui avaient connu des coups d'État militaires au cours des dernières années, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. En ce qui concerne les échéances électorales en Côte d'Ivoire, les États-Unis ont affirmé leur appui à la tenue des élections générales libres et équitables dans le pays en 2025. Au regard de ce qui précède, tout porte à croire que les dessous de cette tournée sont tout autres, en l'occurrence une tentative de réconciliation avec les pays de l'AES. Mesdames, Messieurs, la suite du journal nous conduit en Somalie. Lutte contre l'insécurité, les forces armées somaliennes ont déjoué une attaque terroriste d'Al-Shabaab dans le nord de la province de Moudoukoune. Les faits se sont produits dans la matinée du mercredi 24 janvier 2024. Plus de précisions, c'est dans cet élément. Des tirs
ont été entendus lors de l'attaque du groupe terroriste Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda. Ces derniers ont pris d'assaut une base de l'armée dans le nord de la province de Mundungune et ont mené des agressions sur plusieurs fronts le 24 janvier 2024. Cette attaque contre la base, située dans le village nouvellement libéré de Kaad, a été repoussée avec succès par des forces armées, bien que les deux parties aient subi de nombreuses pertes, mais plus du côté de l'ennemi qui, pour le moment, n'ont pas encore été publiés. Al-Shabaab a revendiqué l'attaque et a déclaré dans un communiqué de propagande avoir investi 5 bases militaires dans le village de Kaad et ses environs et s'être emparé des véhicules militaires. En rappel, la Somalie est en proie de l'insécurité depuis des années. Les principales menaces émanant des groupes terroristes Al-Shabaab et Daesh. Le groupe terroriste Al-Shabaab combat depuis 2007 le gouvernement somalien et la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, une mission multidimensionnelle agréée par l'Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Al-Shabaab a intensifié ses attaques depuis que le président somalien Hassan Mohamud, élu pour un second mandat en mai 2022, a déclaré une guerre totale contre le groupe terroriste. Parlons dans ce journal de la crise diplomatique Éthiopie-Somalie. Le Somaliland dénonce une ingérence de l'Égypte dans l'accord avec l'Éthiopie. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé par le ministère des Affaires étrangères du pays. Plus de précisions, c'est avec Fabio Ladembe. L'Égypte n'a pas sa place dans l'affaire Somaliland-Éthiopie. C'est du moins ce que pense le Somaliland, car ce dernier a dans une déclaration dénoncé l'ingérence étrangère dans le protocole d'accord avec l'Éthiopie voisine. Cette réaction intervient suite à la déclaration de l'Égypte, affirmant que si elle était invitée, elle soutiendrait la Somalie, qui considère l'accord portuaire récent entre le Somaliland et l'Éthiopie comme une violation directe de sa souveraineté. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a récemment déclaré que son pays ne tolérera pas que quelqu'un menace la Somalie ou mette en danger sa sécurité. Le Somaliland a exprimé son désaccord face à cette ingérence étrangère et insiste sur le respect de son indépendance et de ses accords bilatéraux. Bien que le Somaliland reconnaisse les engagements diplomatiques, il appelle les parties concernées par l'évolution de la région à se concentrer sur la promotion de la stabilité régionale et des partenariats construits. Cette position semble différer des objectifs de l'Égypte. Les acteurs étatiques tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et les Nations unies ont encouragé l'Éthiopie et la Somalie à résoudre leurs différends concernant l'accord portuaire. Il convient de noter que la Somalie considère le Somaliland comme sa région septentrionale. Mais cette enclave existe en tant qu'État de facto depuis plus de 30 ans. Sanctions économiques contre le Soudan, l'Union européenne à la barre. Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé mardi 23 janvier 2024 les sanctions imposées par l'institution internationale à son pays, les qualifiant d'injustes. Fout Ndedji nous en dit plus. Le gouvernement de Khartoum ne compte pas se laisser faire face à ce qui s'apparente à de la provocation européenne. Selon les autorités, l'opération de sanctions qui vise particulièrement les institutions nationales du Soudan ne contribuera pas à instaurer la paix. Le ministère des Affaires étrangères a en outre affirmé que justifier le ciblage des 3 institutions économiques en raison de leur affiliation aux forces armées soudanaises était surprenant et déplorable. Lundi 21 janvier 2024, le Conseil européen a adopté des sanctions contre 6 entités affiliées au FAS et aux forces de soutien rapide paramilitaires, notamment le gel des avoirs et l'interdiction de fournir des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement. Et pourtant,
Le droit et le devoir de défendre le pays nécessitent que les FAS cherchent à obtenir un équipement défensif suffisant et toutes les lois garantissent le droit de l'autodéfense. Le Conseil européen, de son côté, a donc indiqué dans un communiqué que les 6 entités étaient chargées de soutenir des activités qui compromettent la stabilité et la transition politique du Soudan. Mesdames, Messieurs, au pas de course, nous sortons de cette édition d'information avec la page sportive. Nous parlons justement de la qualification des Lions indomptables. Donc hier, c'était une rencontre avec plein d'émotions, mais surtout avec plein de rebondissements. Les poulains de Rigobertson ont réussi à déjouer tout le pronostic. La chronique de la soirée est signée Foot Ndedji. Le monde entier qui ne connaît pas les Lions indomptables du Cameroun. Le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, semble ne pas si bien le dire. Faire monter l'adrénaline, le pays communément appelé le continent en a fait son dada. Et pour cette fois encore, la rencontre entre le Cameroun et la Gambie a débuté de manière très agitée entre les deux équipes, mais c'est en deuxième période que les sélections ont rivalisé d'adresse sur la pelouse. Le jeu s'est joué et l'honneur a été à la faveur des Lions indomptables du Cameroun qui ont ouvert le score dès la 56e minute par Toko et Kambi. Une joie qui n'a duré que 16 minutes, car à la 72e minute, l'attaquant gambien Habli Diallo égalise. Un but partout d'une frappe à ras de terre. La Gambie ne s'arrête pas là. Elle prend donc de l'avantage et à la 85e minute, elle marque son deuxième but. Fort heureusement, les Camerounais sont revenus à la marque à la 87e minute, après un but contre son camp de James Gomez. Puis tout a basculé à la 90e minute, la minute déterminante qui ouvra ainsi les 9 minutes d'arrêt de jeu. Le coup de tête fatal de Christopher Wu finit donc dans les filets gambiens. Comme en 2022, lors de la rencontre Cameroun-Serbie, ce match va rester certainement dans les annales de la CAN Côte d'Ivoire 2024, tout comme d'autres épopées. Le Cameroun avait besoin d'une victoire face à la Côte d'Ivoire pour jouer les barrages du mondial et le Cameroun a gagné. Il avait besoin d'une victoire face à l'Algérie et il a gagné. Il avait impérativement besoin d'une victoire le 23 janvier, synonyme de son ticket d'entrée au 8e de finale. C'est fait. Ils sont donc arrivés sur la pelouse de Bouaké avec la queue entre les jambes et en sont ressortis la tête sur les épaules. La tête sur les épaules. Pour le reste, nous souhaitons une très bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun pour le reste de la compétition. Merci Foot Ndedji. Avec cette chronique, nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, prenons rendez-vous demain à la même heure, même chaîne de télévision. Bonsoir.